de démarrer. Il est 9h04. On est un peu plus de 60. Les personnes, quelques personnes arriveront sans doute encore en cours de route. Donc, en tout cas, ravi de démarrer ce webinaire autour de la fin des cookies. Et on va discuter sur la façon dont sont impactées vos stratégies digitales et data et ce qui est. Aujourd'hui, nous serons 4 pour ce webinaire pour échanger sur les fameux cookies. Donc, personnellement, je suis Élodie Prodor. Je suis directrice data science chez Equanti. Donc, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire pour Equanti. En termes de bagages, moi, j'ai rejoint Equanti, donc cabinet de conseil en stratégie et data, il y a un petit peu moins de 2 ans. Et, concernant mon histoire avec les cookies, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces fameux cookies il y a quelques années, puisque j'ai piloté une équipe de data scientist qui était en charge de la qualification d'audience chez un éditeur de DMP au début des DMP en France. Et puis, après cette expérience-là, j'ai passé quelques années en agence avant de rejoindre Equanti beaucoup plus récemment. Donc, aujourd'hui, moi, je suis ravie d'accueillir Kautar, Agnès et Benoît pour partager sur ce sujet. Je vais vous laisser vous présenter, mais je pense en tout cas que vos parcours, vos postes variés vont nous permettre d'avoir des éclairages multiples et en tout cas représentatifs de ce qu'on peut rencontrer comme problématiques et positions sur le marché. Donc, Kautar, peut-être tu peux commencer par te présenter? Avec plaisir. Du coup, moi, je suis Kautar Kostani, responsable du pôle data science chez Prisma Media. Je viens d'un background plutôt scientifique, mathématique, donc j'étais moi-même data miner, data scientist, tout ça. Je suis chez Prisma Media depuis 4 ans et avant Prisma Media, j'ai pu évoluer dans des entreprises de grands distribs et d'agences de communication où j'ai pu croiser d'ailleurs Elodie chez Publicis par le passé. Je laisse la main à Benoît. Benoît, Agnès, comme vous voulez. Agnès. Agnès. Alors, Agnès. Honneur aux dames. Donc, bonjour. Agnès, je suis en charge de l'acquisition chez Pierre et Vacances Center Parks. Donc, moi, j'ai aussi un profil très agence. J'ai commencé il y a un petit bout de temps, même si j'ai pas l'air, chez Performix. Ensuite, j'ai fait une petite agence mobile du groupe Vivendi et j'ai fini chez NetBooster / Artefact aujourd'hui. Donc voilà, donc ravi d'être parmi vous, sachant que le hasard du calendrier ou pas, c'est un sujet vraiment d'actualité chez nous. Donc on va en parler. Merci Agnès. Et Benoît? Je suis Benoît, le fondateur de Sœur Data, donc, qui existe depuis maintenant 9 ans, Privacy et Adressabilité Compagnie. Comment maximiser la livraison d'un message à une audience tout en respectant le cadre réglementaire régional et local. Et j'ai personnellement un background dans le performance marketing et dans le ciblage d'audience, avec notamment une première aventure entrepreneuriale dans le retargeting avant de lancer Sœur Data. Alors, juste, merci à vous trois. En tout cas, je pense qu'on va avoir, du coup, ces points de vue publisher, annonceur, privacy, compagnie. J'ai l'impression qu'on a un petit écho, donc je vous invite en tout cas à être en mute. Dès que vous ne vous exprimez pas, ça limiterait peut-être ce petit problème d'écho que je perçois. Donc, juste peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour Equanti, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce programme de webinaire. Et donc, du coup, Equanti est un cabinet de conseil. J'ai l'impression que j'ai du mal à régler ce petit souci de son. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, vous, Agnès, Kautar et Benoît, être vraiment en mute quand il n'y a pas de prise de parole. Je pense que ça peut être plus simple. Donc aujourd'hui, nous, on est vraiment convaincus que allier digital et data, ça permet vraiment de proposer des stratégies performantes et d'aider à transformer les marques. Notre ADN, c'est vraiment de mettre l'accent sur ce qu'on appelle la D-étoile transformation, donc D-étoile pour digital et data, et évidemment transformation, sur lesquelles on accompagne nos clients. Donc on est basé
à Paris, mais aussi à Dubaï. Et donc, vous pouvez en savoir plus en découvrant notre site. Voilà. Aujourd'hui, on va se parler cookies. Juste pour vous donner un aperçu des sujets qu'on va balayer. Déjà, on se parle beaucoup de cookies. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Le cadre juridique fait beaucoup parler. Il y a eu le RGPD, le e-privacy. Donc, l'idée, c'est déjà de commencer par planter le décor pour vraiment se dire de quoi on se parle. Sur le cookie, il y a une menace qui est une menace juridique qu'on a connue avec le RGPD. Donc, j'aimerais bien revenir un peu sur la façon dont vous trois, vous avez vécu cette entrée en vigueur du RGPD, ce que vous avez mis en place. On va ensuite basculer plus sur l'actualité très sensible du moment et la fin du cookie tiers. Heureusement, on le verra, il y a des nouvelles initiatives possibles et on verra ce qui est nécessaire pour encourager ces nouvelles pistes. Et puis, en quoi aussi ce qui se passe, ça change la donne et les relations ou l'écosystème de la tech, avant évidemment d'avoir votre mot de la fin. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment pour les personnes qui sont présentes ici, c'est n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. En fonction du temps, on prendra un certain nombre de questions ou pas. Et en tout cas, on aura la possibilité, nous, de revenir après vers vous pour adresser des questions qu'on n'aurait pas eu l'occasion d'adresser durant le webinaire lui-même. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager ça dans le channel de discussion. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, moi, comme je le disais, je trouve que sur le cookie, c'est un sujet qui on ne peut plus d'actualité. Le cookie fait beaucoup parler de lui. On a eu évidemment beaucoup de choses qui se sont passées autour du RGPD. On est dans une phase où on entend aussi beaucoup parler de e-privacy. Évidemment, la fin du cookie tiers, c'est vraiment fait vraiment parler d'elle. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que vous, avec vos regards aguerris, vous puissiez nous donner un petit peu le décor et me dire ce que c'est l'actualité du cookie, c'est quoi les menaces, en quelques mots, qui pèsent sur le cookie aujourd'hui. Alors peut-être, Benoît, peut-être que tu peux nous préciser ta position, nous décrire un petit peu en quelques mots la réalité du cookie aujourd'hui. Oui, avec plaisir. Merci Élodie pour cette introduction. Alors effectivement, on entend beaucoup parler de la disparition du cookie. Et c'est vrai qu'on a tendance à globaliser cette notion. Mais si je devais insister sur une temporalité, il y en a en réalité deux. La première temporalité, c'est la raréfaction du cookie. Cette raréfaction, elle est liée au cadre réglementaire. On a en Europe le RGPD, une directive e-privacy qui a été transposée en France dans la loi informatique et liberté, qui a donné lieu à la publication de lignes directrices le 1er octobre, lignes directrices qui ont été accompagnées d'une recommandation traceur. Cette recommandation traceur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Beaucoup de choses, mais en particulier, premièrement, le consentement n'est plus implicite, c'est-à-dire que des actions comme la poursuite de navigation ne valent plus consentement. Et la deuxième chose que cette recommandation nous dit, c'est que lorsqu'on propose un bouton d'acceptation globale dans les outils de récolte du consentement, bandeau cookie, concept management platform, eh bien, on doit proposer une mécanique de refus et mémoriser ce refus. Donc, la première conséquence, c'est qu'à la fin de la période de moratoire, donc 31 mars 2021, on va voir fleurir tout un nombre de nouveaux bandeaux qui mettront en œuvre ces nouvelles obligations et on sera confronté à une problématique assez contraignante qui est qu'on aura beau pouvoir utiliser des cookies, dans un certain nombre de cas, on ne pourra pas le faire puisque l'utilisateur l'aura refusé. Ça, c'est le premier phénomène, raréfaction du cookie en raison du non-consentement. Et le deuxième phénomène, vous le connaissez tous aussi bien que moi, il y a eu des annonces faites par des navigateurs et aujourd'hui, c'est des sujets qui sont négociés et discutés au niveau du W3C. Donc, la fin annoncée du cookie, ou en tout cas du cookie tiers, on aura l'occasion de creuser ce point durant le webinaire. Et donc là, la problématique sera inverse. On aura beau avoir un consentement, on ne pourra pas utiliser le cookie parce qu'il n'existera plus. Voilà. Donc, soit on peut avoir un cookie, mais on ne peut pas l'utiliser parce qu'on n'a pas le consentement, soit on peut avoir un consentement et on ne pourra plus utiliser le cookie
parce que le cookie n'existera plus. Tu es en mute, Elodie, pardon. Elodie, tu es toujours en mute. Elle ne nous entend pas, je pense. Kautar, ça t'inspire quelque chose peut-être? Oui, je peux compléter, mais je pense que Elodie ne voit pas qu'elle est en mute. Alors, je ne sais pas si tu nous entends. Je vous entends, c'est juste Ça y j'ai mon partage. Alors, oui, merci Kautar, si tu peux. Vous m'entendez? Oui, très bien. Est-ce que, Kautar, tu peux. J'ai le choix, en fait, entre être en mute, ou ne pas provoquer d'écho, en fait, et vous afficher les slides. Est-ce que tu peux rebondir, toi, en termes de quelques chiffres, ou comment toi, tu perçois, du coup, cette réalité autour du. Yes. Tout est dit par Benoît, hein, mais pour compléter, on entend beaucoup parler de la fin des cookies, de la fin de la publicité digitale. Donc, pour resituer un peu, ce sont les cookies tiers. Donc, j'insiste à chaque fois, ce sont les cookies tiers qui vont disparaître et non les cookies first. Un petit mot peut-être sur cookie first, cookie tiers, qu'est-ce que c'est? Les cookies first, ce sont les data propriétaires des éditeurs, des annonceurs du type le CRM, la data déclarative, la data transactionnelle. Et la data SERM, c'est une data en général payante qui est monétisée par un provider et qui vient compléter ces data first. Juste un petit rappel sur les définitions. Ce sujet n'est pas nouveau parce que Safari a déjà bloqué les cookies tiers en 2017, Firefox en 2019, mais Chrome a annoncé la fin des cookies tiers pour une échéance de 2022 et ça fait plus de bruit parce que Chrome a 65% des parts des marchés. En parallèle, je rebondis par rapport à ce que tu disais, Benoît, tout à l'heure. RGPD vient complexifier la collecte des consentements. Donc, en fait, on a deux phénomènes et la disparition et le blocage de la collecte des cookies tiers et la complexification de la collecte des consentements. RGPD est entré en vigueur en 2019 pour une fin, juste pour un petit rappel d'historique, pour une fin de mise en conformité en 2021. Donc voilà, juste un petit mot pour compléter ce que tu disais, Benoît, mais tu avais déjà tout dit. Agnès, un petit mot de ton côté sur ce contexte? Oui, pour nous, c'est un sujet, comme je disais, d'actualité. Donc, en soi, on est en train de travailler sur le sujet et on se dit qu'il y a pas mal de perspectives, notamment parce que la donnée first reste d'actualité et la CERD, vu le nombre de webinaires qu'il y a dans la semaine, on trouvera forcément une solution qui nous permettra de continuer à faire du business, que ce soit avec les agences, avec les éditeurs, etc., etc. Ok, donc ce que j'entends, c'est que finalement, il y a deux menaces, cette menace juridique qui a raréfié le cookie et cette menace technique qui pèse plutôt sur le cookie tiers. Donc si on reprend un peu les choses dans l'ordre, moi, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir par rapport à la première menace, donc la menace juridique, RGPD notamment, qu'est-ce que vous avez mis en place les uns et les autres pour contrer ce qui s'est passé et est-ce que c'est quelque chose qui vous a finalement beaucoup impacté? Alors peut-être, Agnès, toi, ton regard et ton expérience d'annonceur sur le sujet, peut-être que tu peux nous partager ce que vous avez mis en place. RGPD, c'est un peu comme aujourd'hui le cookie tiers. Ça a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup qui disaient que dès que ça va rentrer en vigueur, la plupart des gens vont se désinscrire de des communications marques, etc., etc. Au final, de notre côté, il n'y a pas eu un impact business, j'entends, très important. Donc, on a amélioré la partie process et on a mis en place une organisation et data protection officer, un DPO dans la boîte. Donc, pour la partie collecte, on a fait en sorte de travailler avec un partenaire qui nous permet d'optimiser cette partie-là et puis de faire en sorte qu'on est réglementaire, du moins qu'on respecte
la réglementation. Toute la partie CMP est pratiquement finalisée. C'est vrai que c'est un sujet relativement lourd, mais plus impactant sur la partie print et sur la partie call. Et nous, ce qu'on a vu, c'est que l'impact est plus des adblockers que de RGPD, puisque comme je disais, en termes business, on n'a pas vu une grosse baisse. Nous, par rapport aux adblockers, tracking, on a un manque de visibilité sur environ 15 à 20% du business que je fais. Ça remonte au niveau de nos outils de RESA, mais pas au niveau de nos outils de tracking web. Benoît, de ton côté, en quoi vous avez révisé votre offre ou votre positionnement du fait de ce contexte, cette ère RGPD? Vous avez bougé des choses? Oui, beaucoup. Alors nous, on est historiquement un manipulateur de données tierces, hein, justement, Kautar en parlait tout à l'heure, hein, ce qui veut dire qu'elle est nécessairement basée sur le cookie tiers. Donc le RGPD, pour nous, ça a été avant tout la redéfinition du consentement, la notion de consentement et notamment la notion de consentement pour les cookies. On l'a vu avec un monde où la poursuite de la navigation va les consentements. Donc, grosso modo, on proposait à l'utilisateur de pouvoir s'opposer à un monde où le consentement doit être univoque, c'est-à-dire, par exemple, un clic sur un bouton de validation, et donc on peut rien faire tant qu'il n'a pas dit oui. Donc oui, c'est un changement de paradigme global, hein. On a, nous, à l'occasion de l'entrée en vigueur du RGPD, jeté toutes nos anciennes données à la poubelle et recommencer notre métier avec cette nouvelle définition du consentement. Donc, pouvoir réétablir une base de cookies tiers embarquée suffisante et pouvoir asseoir derrière nos traitements sur une base légale, qui peut être le consentement, qui peut être l'intérêt légitime suivant les traitements et les finalités. Pour pouvoir, j'allais dire, redévelopper rapidement cette assise de cookies, eh bien, il a fallu qu'on travaille avec des éditeurs qui eux-mêmes faisaient cette démarche de mise en conformité et n'attendaient pas nécessairement la fin du moratoire, la fin de la période de 2 ans pour le faire. Et heureusement pour nous, il y en a beaucoup qui ont avancé dans cette voie, hein, sans attendre, et notamment tous ceux qui se sont inscrits dans le cadre du TCF, Transparency and Consent Framework, qui leur a permis de travailler presque sereinement cette notion de consentement et base légale au travers de CMP et pouvoir embarquer les différents partenaires commerciaux, ce qu'on appelle vendors, dans ces outils-là. Voilà, donc premier gros virage, eh bien, la gestion du consentement à tous les étages de la fusée, en entrée, en intermédiaire et en sortie. Et pour le faire, on a développé tout un pan d'activités liées à la privacy et notamment, justement, cette fameuse CMP dont je parlais. Donc, ça a été un premier ajustement. Et le deuxième ajustement, c'est, eh bien, quand on a pris conscience de l'impact de cette nouvelle définition du consentement, c'est-à-dire, grosso modo, quand on a pris conscience qu'on ne pouvait plus monétiser 100% de l'audience, eh bien, on a commencé à développer des alternatives et on va en parler tout à l'heure ensemble. Donc justement, là, je vois que vous vous êtes adaptés les uns et les autres par rapport à ce contexte RGPD et l'impact sur la collecte des consentements que ça implique. Est-ce que on a aussi des perspectives pour faire face à cette fin de critères qui va également être impactante, hein. Je pense aujourd'hui beaucoup du ciblage publicitaire exploite est basé sur des audiences, exploite la third party data. Comment vous vous préparez à ça? Qu'est-ce que vous avez mis en place? C'est quoi les pistes pour vous qui sont les plus avancées ou prometteuses sur ce sujet? Kautar, peut-être sur votre façon d'adresser le sujet côté Prisma? Yes. Alors, en parlant de perspective, moi, je vais parler de 2 chantiers ou 2 perspectives. La première, c'est le développement de la data loguée et le deuxième, c'est de développer une solution cookieless qui est le ciblage contextuel. Donc, en parlant de la data loguée, chez Prisma Media, on a fait en fait le choix de développer notre propre système de login, donc notre SSO maison, qu'on appelle en interne Prisma Connect. On a commencé il y a 3 ans. Donc, avec un sacré avantage qui est notre base NL, newsletter, donc notre base CRM. On a une base volumineuse de 20 millions comptes newsletter. Le challenge était d'activer et de loguer cette base
et d'aller chercher des nouveaux comptes via nos sites. C'est un travail de longue haleine, hein, comme je disais, on a commencé il y a 3 ans, qui nécessite des compétences techniques, des outils adaptés et du contenu qui donne du sens à cette action de login. Parce que pourquoi je vais me loguer sur un site de Prisma Media, quel intérêt j'ai, moi, utilisateur, pour me loguer. Donc, en parlant de services, on a développé une vingtaine de services qui étaient déjà ancrés dans nos marques ou des nouveaux services qu'on est en train d'imaginer, du type la grille TV, télé-loisirs, les jeux concours, les tests de personnalité, les coachings, minceur, santé. Enfin, c'est des services qui existaient déjà, qu'on est en train de optimiser et en fait qui donnent du sens à cette action de login. En parallèle, donc mon équipe, l'équipe Data Science, est en train de développer la connaissance client pour comprendre les attentes des utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? C'est quoi leur centre d'intérêt? Qu'est-ce qu'ils attendent? Et en fonction de ça, on va leur proposer des services, j'ai envie de dire, qui rendent service. Concernant le feedback sur ce travail de 3 ans de chantier sur Prisma Connect, aujourd'hui, nous avons 5 millions MAM. Qu'est-ce que c'est que les MAM? C'est l'indicateur marché, c'est Monthly Active Members. Avec cette population-là, elle est 2 fois plus engagée en termes de fréquence et en termes de nombre de pages vues, de temps passé, etc. Donc, voilà pour la partie logging. Sur la partie cookieless et la partie solution, quelle solution on est en train de mettre en place pour anticiper la disparition des cookies tiers. On a développé une solution de ciblage contextuel qui est basée sur l'analyse sémantique de nos contenus. Donc, on a dans cette solution cookieless, on a 2 solutions. La première solution, elle est dite non supervisée. Donc, en fait, c'est un catalogue de segments, de thématiques qu'on a réussi à identifier avec un algorithme, c'est-à-dire que c'est sans a priori. On propose à l'algorithme en dataset d'entrée un contenu brut, du texte, et en sortie, l'algorithme, en fait, il nous détermine des thématiques d'une façon complètement sans a priori et complètement agnostique. Donc, c'est un catalogue qu'on a déjà sorti. Donc, il y a plusieurs versions qui vont arriver, mais on a déjà fait un communiqué de presse la semaine dernière là-dessus. La deuxième solution, elle est dite sur mesure, c'est-à-dire que le catalogue qui est calculé grâce à l'algorithme non supervisé ne va pas répondre à tous les besoins. Je m'explique. En ce moment, on est en train de chercher, par exemple, la cible qui cherche des cadeaux de Noël. Cette cible, le cadeau de Noël en termes de contenu, et va être cannibalisé par tout le contenu de Prisma. Donc, en fait, cette solution sur mesure va aller répondre à des besoins précis. Et la première solution va permettre du ciblage non supervisé pour définir les thématiques les plus représentatives en termes de contenu et en termes de trafic. Et la deuxième solution va venir faire du sur-mesure. Les avantages en 2 mots de cette solution, c'est qu'elle permet de toucher l'utilisateur pendant qu'il est en train d'exprimer un intérêt. Contrairement, enfin, je ne veux pas comparer cookie et contexte, c'est encore trop tôt, mais le cookie a exprimé, par exemple, un intérêt pour le voyage il y a 2 mois. Je continue à le cibler alors qu'il a déjà acheté son billet. Alors que le contexte, on va vraiment cibler au bon moment, pendant que l'intérêt est en train de s'exprimer. Donc, voilà pour la solution, pour les 2 solutions qui ont été développées et pour les avantages du contextuel. Moi, de ton côté, quelles sont vos approches pour faire face justement à cette évolution du contexte autour du cookie tiers et aux menaces qui pèsent sur ce cookie tiers? On s'y prépare, c'est-à-dire que, comme je disais en introduction, le cookie ne va pas disparaître. On continue à faire notre ciblage first. On prépare les solutions contextuelles et on prépare l'audience loguée. Donc, comment on fait face à cette menace, entre guillemets? C'est en s'y préparant. Donc, on prépare les solutions. On a encore 2 ans pour activer
activer nos cookies pour tester les autres solutions. Donc, on prépare les solutions et on teste. Je crois que Kautar a raison, c'est une période de test géant qui commence. Alors peut-être je peux répondre aussi, Élodie, à cette question. Chez Sardata, en 2012, on a lancé la société avec une intention simple, celle de détecter les intentions. Notre intention était de détecter les intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? On considère que l'acte d'achat, il commence, pour simplifier, chez un moteur de recherche, il finit chez un marchand, où on a deux données binaires qu'on peut détecter au travers du mot-clé tapé dans le moteur de recherche et au travers de la simple découverte d'une offre chez un marchand. Le fait de voir cette offre peut signifier qu'on veut acheter le produit et donc on enclenche des opérations de remarketing, par exemple. Entre les deux, l'utilisateur va avoir un comportement où on pourra détecter des intentions mais qui ne sont plus binaires. On va parler d'indices, d'intentions parcellaires, de signaux faibles. Bref, c'est toute cette période où, en tant qu'utilisateur, on mature cette décision d'achat qui est entre le moment où on fait cette recherche dans le moteur et le moment où on va acheter le produit. Eh bien, la promesse de valeur de Sardata, c'était de détecter ces intentions, ces signaux faibles, les analyser et les agréger au travers d'un système de scoring pour calculer des scores d'intention et être capable de détecter qu'un utilisateur veut acheter un produit ou un service avant qu'il n'aille chez le marchand. Sur quoi ça se basait? Sur un outil sémantique, c'est-à-dire que on analysait le contenu des pages et on analyse toujours le contenu des pages qui sont visitées par les utilisateurs. Et à partir de ce contenu, on a une approche catégorielle. La page parle de téléphone, par exemple, smartphone, et une approche sur l'intention, la maturité, la proximité avec l'acte d'achat, avec la détection, par exemple, de mots-clés comme achat, livraison, etc. Le premier réflexe qu'on a eu en 2018, plus exactement en 2017, quand on a commencé à préparer la conformité au RGPD, et qui s'est accéléré quand on a réfléchi à quelles alternatives est-ce qu'on devait mettre en place pour pouvoir monétiser les utilisateurs qui ne consentaient pas. Eh bien, le premier réflexe a été de rendre autonome ce module sémantique. C'est-à-dire que on s'est rapproché des publishers avec la logique qu'a expliqué tout à l'heure Kautar au niveau de Prisma, la logique simple qui consiste à dire si on ne peut plus utiliser de la connaissance utilisateur, de la donnée user-centric, utilisons au moins ce qu'on sait faire au niveau de la page, c'est-à-dire la détection de la catégorie et la détection de l'intention sous-jacente de l'utilisateur. Donc, premier réflexe, mise à disposition d'API contextuels, d'outils contextuels qui sont aujourd'hui déployés chez beaucoup d'éditeurs en amont de l'ad server, en amont du SSP, peuvent être utilisés dans le cadre de campagnes gré à gré, et nos informations contextuelles peuvent également être utilisées en programmatique. Sur ces intentions contextuelles, c'est-à-dire sur les catégories de la page, on a greffé ce qu'on appelle de la prédiction d'audience. Puisqu'on est capable d'analyser des pages et puisqu'on a encore un réseau de collecte et qu'on sait ce que cherchent les utilisateurs, ou ce qu'ils sont, on est capable de dire « Ah bah tiens, sur ce type de contenu, en général, on a un trafic assez discriminé et on peut prédire, à partir du contenu, un attribut. » Exemple, je sais que une page qui parle de football est majoritairement, en général, statistiquement, visitée par des hommes. Donc, si j'analyse un contenu et que j'en déduis que la page parle de football, je peux prédire que l'audience sera majoritairement des hommes. Et voilà, notre métier devient de prédire des audiences et de permettre de les adresser avec un score de probabilité au travers du contexte. Et enfin, le dernier investissement, et non des moindres, puisque c'est une annonce, je vous en garde la primeur aujourd'hui, puisque les tests sont terminés et on va lancer les services au début de l'année 2021, au mois de janvier. C'est la capacité à faire ce métier d'adressage de l'audience sans cookies, c'est-à-dire d'être capable de faire des campagnes de pre-targeting et d'aider l'annonceur à faire des campagnes de remarketing sans cookies. Merci Benoît. Agnès, de ton côté, qu'est-ce que tu as pu déjà expérimenter ou qu'est-ce que tu testes aujourd'hui pour faire face justement à cette fin du cookie tiers? Côté annonceur, je pense qu'il faut capitaliser sur notre donnée.
Pour tous ceux qui sont inscrits côté newsletter avec une clé RC5, on les reconnaît, donc on peut déjà avoir cette connaissance client assez importante. Côté agence et partenaires, on leur demande systématiquement, quand ils lancent des campagnes, de les gérer dans notre écosystème technique, si je peux dire comme ça. Donc, au moins, la donnée est chez nous et ça nous donne toujours des informations en termes d'activation, etc., pour quand on aura pu ce cookie de dispo. Et puis également une solution serveur to serveur. Donc, la solution serveur to serveur, je suis pas une experte de la partie technique, mais permet juste d'un serveur à l'autre de récupérer des informations et d'avoir le plus de données possible. Donc, on n'a plus ce cookie, on est moins indépendant de ce cookie. Et certains GAFA proposent déjà de tester. Donc, on est en train de voir avec eux pour tester, on va dire, incessamment sous peu. Et comme le disait Kautar tout à l'heure, il y a tous les différents connecteurs, que ce soit du Facebook ou du Gmail, qu'on pense à implémenter sur le site, qui nous permettrait aussi d'avoir de la donnée loguée et plus d'informations à exploiter lors de nos activations médias. Voilà. Merci. Moi, une question quand même qui m'interpelle, c'est quand j'entends parler du contextuel, qui est vraiment une opportunité forte aujourd'hui. Si je reviens à mon expérience du cookie il y a quelques années, on était justement dans cette séquence où on devait faire le switch du contextuel, qui était la norme, vers de l'audience et du cookie qualité. Est-ce que là, le marché ne perçoit pas, enfin le marché, vous, est-ce que c'est pas, on ne perçoit pas ce qui se passe comme une espèce de marche arrière, ou est-ce qu'on n'est pas dans le retour il y a quelques années en fait? C'est vrai ce que tu dis, Élodie. Moi, quand je suis arrivée il y a 4 ans chez Prisma, on faisait déjà du contextuel parce qu'on n'était pas équipé de DMP, parce qu'on n'était pas équipé de solutions de ciblage, de personnalisation, etc. Donc, on était déjà sur le contextuel, tu as complètement raison, mais c'était compliqué. C'est-à-dire que les commerciaux ou le trafic devaient aller chercher les URL une par une, choisir les pages, choisir les contenus. Donc, c'était jouable pour 3-4 pages, mais on ne pouvait pas aller chercher du volume, chercher de l'inventaire et en même temps, on ne pouvait pas automatiser le process. Les nouvelles méthodes de NLP, Natural Language Processing, et tout le travail de machine learning permet de faire du non supervisé, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'explication des deux solutions. Donc, ça permet de faire du non supervisé pour déterminer d'une façon agnostique les thématiques les plus fortes, les plus représentatives, et en termes de pertinence des mots et en termes de trafic. Et en même temps, ça permet d'automatiser le process. Donc, c'est un peu un back to basics, un retour au basique, mais avec des méthodes, avec des technologies qu'on n'avait pas avant. Alors, en tout cas, si je vous entends, ce que je trouve encourageant, c'est qu'il y a vraiment un panel de choses qui sont possibles et qui sont déjà en place. Si on veut accélérer finalement la mise en œuvre de ces nouvelles pistes, c'est quoi les évolutions pour vous qui sont encore nécessaires? Benoît, peut-être? Alors, il y en a pas mal. J'aimerais rebondir sur ce qu'ont dit ces dames juste précédemment. Premièrement, sur ce qu'a dit Kautar, et je trouve qu'elle a entièrement raison. On entre dans une période de test. Elle va durer 2 ans et il faut en profiter. Il ne faut pas attendre la fin de cette période de test. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième, merci Agnès, franchement, j'adore ton optimisme, ça me rassure. Et je trouve ça très agréable, ta façon de faire confiance aux prestataires, dont je peux faire partie éventuellement quand on est un annonceur, pour trouver les solutions. Et c'est vrai qu'historiquement, le marché a toujours réagi au changement réglementaire, c'est toujours adapté, et grosso modo, il n'y a jamais eu de vrai séisme.
Mais là, je pense sincèrement, et j'essaye beaucoup d'alerter dans mon quotidien mes interlocuteurs, je pense sincèrement qu'il peut y avoir des drames. La disparition du cookie tiers peut faire extrêmement mal si on ne se prépare pas correctement. Adresser une audience au travers du contexte, ça marche. Et effectivement, Kautar a raison, utiliser des algorithmes de NLP, de savoir prédire, c'est très efficace. Mais ça reste moins efficace que d'adresser une audience au travers du cookie. Donc, il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre aujourd'hui à mesurer l'efficacité de ces dispositifs. Il faut profiter qu'on ait encore du cookie pour mener des campagnes avec une logique audience-based et une campagne équivalente avec une logique context-based. Il faut comparer les deux et apprendre comment est-ce qu'on adresse l'audience au travers du contexte. C'est nouveau et il y a cette phase d'apprentissage. Si on attend la disparition du cookie pour le faire, on n'aura pas les repères habituels pour pouvoir comparer. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est qui parle de nouveaux métiers sur la capacité à adresser un message, eh bien, implique nécessairement le développement de nouveaux métiers sur tout le reste de la chaîne de valeur publicitaire. Si je redéfinis une stratégie pour adresser des hommes, comme je le disais tout à l'heure, en ciblant des contextes, le foot par exemple, il faut que ce qui me permet habituellement de mesurer l'efficacité et la qualité de ce ciblage évolue aussi. Donc, sur le socio-démo, en général, quand on veut évaluer la qualité, on utilise DAR, Digital Ad Ratings. C'est une solution basée sur les cookies. Soit cette solution arrive à évoluer et ne sera plus basée sur les cookies, et on pourra continuer à évaluer la qualité d'un ciblage socio-démo sur DAR, grâce à DAR, soit elle n'évolue pas assez vite, et dans ce cas-là, il faudra revoir la méthode d'évaluation de la qualité de ciblage. Pareil sur la mesure d'efficacité de la campagne elle-même. Si l'annonceur peut utiliser des cookies, aujourd'hui, l'intégralité des outils qui permettent de mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire, y compris l'utilisation de Google Analytics, sont basés sur des cookies. Si demain, on n'a plus de consentement pour les utiliser, ou si demain, on n'a plus l'autorisation par les navigateurs ou la capacité technique d'utiliser les cookies tiers, cette mesure d'efficacité de campagne est menacée. Donc, il faut profiter de ces 2 ans qu'on a devant nous pour apprendre à redéfinir nos KPI, pour apprendre à redéfinir l'efficacité du ciblage et l'efficacité des campagnes. Kautar, tu veux rebondir? Comment vous faites face à ces dispositifs de mesure qui doivent évoluer? Moi, j'aimerais revenir en fait sur ce que disait Benoît, c'est on a encore 2 ans devant nous. On a encore le cookie first, et il ne disparaîtra pas. Et ça nous permet déjà, et ça nous permettra de continuer à faire, alors moi j'appelle ça du socio-démo contextuel. Les cookies ou les users qui visitent la rubrique de seniors de femmes actuelles, ce sont des femmes de 65 et plus. Bon, mon exemple est un peu simpliste, mais on peut imaginer l'audience qui visite la rubrique gaming de Genside, ce sont des hommes de entre 18 et 25 ans. Donc, en fait, ce travail-là, on pourra toujours continuer à le faire. Néanmoins, là où je rejoins Benoît, c'est les mesures qui vont devoir évoluer et qui vont certainement évoluer. Aujourd'hui, on challenge nos segments socio-démo grâce à DAR. DAR va certainement évoluer parce qu'on ne pourra pas continuer à cibler sans mesure. Donc, c'est une certitude qu'il y aura des évolutions de mesures et de KPIs. Maintenant, ce n'est pas pour demain. On a encore 2 ans devant nous et on s'y prépare. Donc, ça, c'est juste pour rebondir sur ce que disait Benoît. Et concernant les évolutions nécessaires pour rejoindre le chapitre en cours, je pense qu'il y a 2 évolutions. Il y a une évolution organisationnelle. Ce que j'entends par organisationnel, c'est de trouver ou de former les ressources et d'avoir la bonne organisation autour de cette transition. Chez Prisma Media, on a la chance et on a eu la chance d'avoir les bonnes personnes au bon moment qui se sont formées sur ces méthodes. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est que moi, j'ai réfléchi en avril, parce qu'on a commencé la réflexion en avril 2020, à aller chercher un consultant externe qui maîtrise le sujet et qui a de l'expérience sur le sujet. C'est pas possible, enfin, il n'y en a pas. Le sujet est tout récent, il y a certainement des experts de l'analyse sémantique, des experts NLP, mais l'application sur la problématique cookie-less est nouvelle. Donc, il faut faire de la recherche. On a pris quelques semaines, quelques mois de faire un peu de R&D.
de chercher les bonnes méthodes, de benchmarker les méthodes et d'appliquer les méthodes. S'assurer, parce qu'il ne suffit pas de trouver le bon algorithme, il faut trouver le bon algorithme, la ressource qui développe l'algorithme et la bonne application. Et c'est un travail qu'on a mené depuis avril avec des résultats prometteurs. La deuxième évolution, elle est technologique. Pourquoi technologique? Je vais vous parler par exemple de l'automatisation. Donc en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parle de retour en arrière, c'est pas vraiment un retour en arrière, on retourne au contextuel, certes, mais avec des méthodes et avec la possibilité d'updater les segments presque en temps réel. Dès qu'il y a un nouveau contenu, on va l'analyser, on va le processer et on va l'intégrer dans notre segment. Alors nous, ce que j'entends par segment, c'est segments contextuels. Donc en fait, on a réussi à faire toute cette chaîne, à automatiser toute cette chaîne de la collecte de la donnée, cleaner la donnée, la modéliser, la traiter jusqu'à la création de segments. Et à la fin, on est confronté à une difficulté sur l'automatisation de l'activation. Donc, on s'est rapproché de notre SSP Google Ad Manager pour leur exposer le frein, c'est-à-dire que la création des segments sur les SSP est manuelle. Donc, c'est un frein, donc c'est une difficulté qu'on est en train de chercher des solutions. Mais j'étais en même temps, moi, ravie et rassurée d'apprendre que je fais partie des premiers qui ont remonté cette difficulté. C'est-à-dire qu'on n'est pas en retard, que les technologies d'activation des segments doivent évoluer et sont en train d'évoluer. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est en plein test and learn. Donc voilà, juste pour résumer, deux évolutions, une évolution organisationnelle et une évolution technologique. Agnès, de ton côté, est-ce que tu as pu déjà tester cette mise en place de nouvelles campagnes actuelles? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir le faire? Ou est-ce que tout est prêt pour toi pour que les annonceurs puissent le faire? Nous, on n'a pas encore testé. Enfin, j'ai un écho. Merci. On n'a pas encore testé. Oui et non. Parce que les campagnes sur la base d'une audience, OK, on suit l'audience, mais on suit l'audience via, on va dire, sûrement et surtout des carrefours d'audience. Donc, il y a des messieurs qui échangeaient au niveau du chat. Je ne suis pas d'accord avec vous, Mathieu, et encore moins avec toi, Stéphane, dans le sens où, OK, on ne travaille pas l'audience, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais les sites et les publishers ont une donnée aujourd'hui qui leur permet d'optimiser et nous de faire du business. Et c'est pas parce que le cookie va disparaître demain qu'en termes d'audience, ça va révolutionner leur trafic. Et pareil en termes de contenu qu'ils proposent. Donc, Kautar l'a mis en avant, il y a beaucoup de données qu'on a. Il y a du machine learning, il y a beaucoup d'informations qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, on ne peut pas dire qu'on parle du media planning classique et qu'on retourne en arrière. Il y a un tout petit, on va dire, step back, mais qui est enrichi par les données qu'on a aujourd'hui. Donc, je suis hyper excitée par les échanges. Je suis vraiment déçue que ce soit juste 1 heure parce qu'on aurait pu en débattre pendant des heures. Donc, nous, en tout cas, on continue à faire confiance aux publishers et à voir ce qu'on peut nous proposer, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'audience ou peu importe comment évoluera le marché. Mais c'est bien qu'il évoluera dans le bon sens parce que on réfléchit tous sur le sujet actuellement. Merci. Moi, j'ai une question. Excuse-moi, Elodie, j'ai une petite question pour Agnès, si ça ne t'ennuie pas. On parle de capacité à adresser des audiences sans cookies. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, on pourra faire du remarketing sur à peu près 60 à 65% des audiences remarketées via du cookie. On parle d'adresser des audiences au travers du contexte, des audiences probabilisées. Donc ça veut dire que pour toucher la même audience, il faudra livrer plus de bannières parce que ça ne sera qu'une prédiction. Grosso modo, ça va devenir plus cher d'adresser la bonne personne. Ou ça va devenir plus rare. Est-ce que vous envisagez de
changer le type de message, d'augmenter l'incentive qu'il y aura dans les messages publicitaires pour essayer de travailler sur l'efficacité de la campagne elle-même, monter les taux de conversion pour contrecarrer ces effets déflationnistes. Oui, forcément. Je vais juste rebondir sur le prix. En échangeant avec mes collègues du CRM sur la partie GDPR, on a perdu un peu de volume, un tout petit peu. Cependant, je vous ai précisé qu'il n'y avait pas d'impact sur du point de vue business. Pourquoi? Parce que le taux de conversion a augmenté et parce que on ciblait davantage, enfin, le ciblage était beaucoup plus précis. Donc, et on a mis des mécanismes RM, etc., pour faire en sorte que quand on hook l'utilisateur, on le travaille pour qu'il convertisse. Donc, ce sera pareil demain. On va peut-être payer un tout petit peu plus cher, mais cette audience sera beaucoup plus, enfin, c'est le pari qu'on fait, et on va faire en sorte de lui adresser un message qui correspond aux informations qu'on a. Si on se trompe, on va dire que c'est pas grave, on rectifiera le tir et au fur et à mesure, on va apprendre. Et comme on dit, c'est du test and learn. Donc, on va apprendre et puis on va faire en sorte d'améliorer notre communication et notre stratégie. Alors, il nous reste 10 minutes, donc je vais peut-être accélérer un petit peu. Moi, quand j'entends Kautar dire que, par exemple, aujourd'hui, le fait de pusher ces segments contextuels se fait encore manuellement, qu'est-ce que vous voyez de l'écosystème AdTech dans les années à venir par rapport à cette actualité qu'on décrit en ce moment? Benoît, peut-être? Merci. Je pense que là, il faut s'attarder 1 minute, si vous voulez bien, sur le programmatique. En fait, en quelques années, on a eu une désintermédiation totale de toute la chaîne de valeur publicitaire. Et parfois, sur une campagne, il peut y avoir 7, 8 ou 9 sociétés qui travaillent entre l'éditeur et l'annonceur. Grosso modo, on a entendu, pour revenir sur le volet RGPD, beaucoup de critiques autour de la donnée, et notamment en raison du fait qu'elle est omniprésente dans cette chaîne programmatique. Des centaines, voire parfois des milliers de sociétés ont accès à une donnée et peuvent la lier à un identifiant. Ce qui pourrait, selon certaines autorités de régulation comme l'ICO en Angleterre, conférer un caractère sensible par destination à la donnée. C'est-à-dire que la donnée en elle-même n'est pas sensible, mais la profusion de données l'est. Je pense qu'aujourd'hui, avec cette redéfinition des méthodes et des usages, on a l'occasion de recréer un lien direct entre l'annonceur et l'éditeur. Je m'explique. La solution, ou plutôt les solutions dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit du contextuel, que ce soit du cookie-less, des audiences adressées en cookie-less, elles impliquent d'équiper l'éditeur avec ces solutions en amont de l'ad-server et en amont du SSP. C'est-à-dire que la campagne en général est aujourd'hui définie au niveau du buy-side, c'est-à-dire que l'annonceur, son agence, remplissent énormément de critères, et notamment de critères de ciblage dans leur DSP. Et ça va changer. Ça va passer côté sell-side et être fait dans le SSP, ou au niveau de l'ad-server qui sert également de SSP, pour que l'annonceur puisse acheter directement un deal programmatique et que l'information qui est utile à faire ce ciblage ne quitte pas le SSP, ne soit plus envoyée dans la chaîne programmatique. Donc, plus de data leakage et pourtant une efficacité de ciblage conservée. Ça veut dire que, grosso modo, on va assister à une récupération de ce lien direct entre le publisher et l'annonceur et une réappropriation de la chaîne économique par l'éditeur. Voilà, donc ça veut dire éventuellement des économies pour l'annonceur et des marges qui peuvent remonter un petit peu chez l'éditeur, qui compenseraient le manque à gagner lié au non-consentement ou à la disparition progressive des cookies tiers. Agnès, la nouvelle donne, pardon. Agnès, rapidement, parce que je vois que le temps passe, est-ce que toi, sur cette relation plus directe, sur des deals plus directs, est-ce que tu te retrouves dans ce que décrit Benoît? Oui, tout à fait. Après, comme je disais précédemment,
le marché, les publishers, enfin, je me répète peut-être, mais sont en train de trouver des solutions à cette problématique. Donc, pour moi, ce sera pas un frein au business, mais surtout une opportunité de communiquer mieux peut-être et de rationaliser, on va dire, les échanges qu'on a avec les différentes parties prenantes de notre écosystème aujourd'hui. Donc, plein de perspectives à venir et voir comment tout le monde s'adapte, parce que dès qu'on veut lancer un POC, c'est un des prérequis. On demande comment les partenaires perçoivent cette opportunité et quelles sont les solutions qu'ils proposent. Donc, on se projette déjà à dans plus de 2 ans, à voir comment on peut tacler le sujet. Kautar, toi, sur ta perception quant à l'impact sur l'écosystème, la relation que tu peux avoir avec des partenaires techniques, qu'est-ce que tu observes aujourd'hui? Comment tu perçois les années à venir? Je rejoins complètement Agnès et Benoît. Je pense que la data se raréfie, le consentement va devenir de plus en plus compliqué. On ciblera moins, mais je pense qu'on ciblera mieux. C'est mon intuition et ma conviction. Que ce soit sur le contextuel, que ce soit sur la data loguée, c'est une data on aura forcément moins de volume, mais celui qui a donné le consentement, il sait pourquoi il l'a donné. Et là, j'ai juste envie de refaire un petit point sur la pub d'une façon générale et le contenu. En fait, il n'y a pas de contenu digital gratuit, c'est la pub qui le finance. Et ça, je pense que les utilisateurs commencent à le comprendre. Donc, en fait, on va rentrer dans des logiques de collecte de consentement ou des logiques de contenu payant. Et on a déjà commencé à voir cette logique-là s'installer. Donc, juste pour synthétiser, je me répète, on aura moins de data, mais je pense qu'on sera sur une meilleure performance. Bon, tout ça est plutôt encourageant. Moi, ce que j'ai envie de vous demander pour terminer, ce serait votre mot de la fin, s'il y avait un mot, chacun qui résume votre perception du contexte actuel et de ce qui va se passer dans les années à venir. Ce serait quoi le mot que chacun choisirait? Alors, qui commence? Kautar, peut-être? Pourquoi pas? Donc, moi, le mot, ça va être solution et hyper-agilité. Donc, dans ce contexte de transition, on n'a pas le choix. On est obligé d'être orienté solution et être en test and learn et être hyper-agile. Benoît, ton mot à toi? Mon mot à moi, alors, je parlais de double temporalité, raréfaction et disparition du cookie. Donc, clairement, mon mot à moi, là, en ce moment, c'est paywall. Paywall et non pas cookie wall. Effectivement, en tant que CLP, on a des réflexions. J'ai aussi, pour ceux qui me connaissent, en charge la task force affaires publiques de l'IAB France en charge, et on va adresser ces questions autour du paywall et du cookie wall. Le cookie wall n'est pas un dispositif qui sera utilisable par tout le monde. Je préfère le dire à ceux qui se posent la question. Les médias à forte valeur ajoutée avec un contenu traditionnellement payant vont probablement réussir à mettre en place des formes de paywall. Les autres sites ne pourront pas avoir recours à ce type de mécanique a priori, et notamment les sites des annonceurs. Il est donc urgent, et c'est un appel que je fais, si certains annonceurs veulent réfléchir avec nous d'ailleurs, qu'ils me contactent, de réfléchir à des logiques de paywall, de cookie wall sur les sites des éditeurs qui embarquent un consentement qui sera valable sur le site de l'annonceur pour pouvoir traquer l'efficacité des campagnes. Parce que le cookie wall permettra d'adresser le message, de réaliser des opérations de capping sur les bannières de pub qui seront servies chez le publisher, mais il faut que ça embarque un consentement pour évaluer l'efficacité de cette campagne chez l'annonceur. Voilà. Et c'est encore une fois l'occasion de recréer ce lien entre l'éditeur et l'annonceur dont je parlais tout à l'heure. Agnès, ton mot de la fin à toi. Pour moi, ce sera opportunité, si je dois en choisir qu'un seul. Mais juste quand on préparait le webinaire, j'y ai réfléchi et je suis retombée sur l'interview de Sébastien Bazin, qui lui-même a cité Bertrand Piccard, un aéronaute, et il disait qu'une crise, si vous l'acceptez, elle devient une aventure. Donc, on est en plein dedans.
c'est une superbe aventure et je pense que, enfin, nous, en tout cas, on s'inquiète pas. On est certain que ce soit les publishers, que ce soit les adtech, que ce soit enfin, les annonceurs, on va forcément trouver une solution qui permette à tout le monde de vivre dans un écosystème encore plus, on va dire, sympa pour nos utilisateurs parce que c'est la beauté du métier du digital. Donc, il faut se sortir les doigts du nez. Et... Merci Agnès. Moi, j'ai en tout cas, quand je vous entends, j'ai vraiment, je pense, beaucoup de first party, puisque j'ai l'impression que sur cette first party, il n'y a pas de menace. Donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment connaître bien ses propres assets et les visiteurs ou les clients qui transitent sur les assets des marques. Donc, je pense que c'est parti. Puis le deuxième mot, évidemment, que j'ai envie de vous dire, c'est merci en tout cas à tous les trois pour cet échange, ce sujet passionnant qui n'a pas fini de faire parler de lui. J'aurais voulu laisser, on a pris l'heure sur les échanges. Vos questions, ce que je vous invite à faire, c'est vous pouvez les poser directement sur le site des conférences. Il y a vraiment une rubrique qui vous permet de poser des questions et je vous ai mis l'ensemble des emails de tous les quatre qui avons participé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour nous poser des questions qu'on n'aurait pas pu aborder là. Je vais repartir aussi le fil de discussion et je vous précise aussi que ce webinaire sera disponible en replay. On vous précisera les modalités d'accès. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes et excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.